Un jeune homme, clairement nerveux, est reçu avec respect pour une femme imposante. Bien que la situation semble un sacré honneur, il se sent accéléré et perdu, pensant que ce n'était pas tout à fait ce qu'il voulait, à sa surprise. Annonce que maintenant il est le nouveau commandant suprême des chevaliers. Le gars, visiblement secoué, fait face à un beau chevalier qui le regarde avec un sourire confiant. Au milieu de la confusion et de ce revirement fou de sa vie, il devient sans fondement, ne comprenant pas comment il devait s'arrêter dans cette situation surréaliste. Pendant ce temps, un certain seigneur a acquis une renommée rapidement. Mais dans de vrai, ses actions étaient tout le mérite d'une unité secrète. Ce groupe n'a été formé que par des femmes de diverses races, toutes dirigées par un magicien de génie. Le comte Bali, tout plein de lui-même, semble se vanter comme le propriétaire du monde. Se retrouvant le roi de la coca noire pour être noble. Assis dans une chaise luxueuse, il commence à philosophiser ce que c'est d'être un vrai noble, ce qui montre clairement qu'il voit son territoire et les résidents comme s'ils appartenaient à lui. Dans un ton de pluie, il passe une mission protagoniste, comme s'il offrait une faveur d'un roi. Le gars à capuche accepte avec une humilité exagérée, mais la tâche est sinistre, éliminant à venir. Un elfe d'élite qui est devenu rebelle et dirige maintenant un gang de bandits sur le territoire du comte. Le protagoniste dessine déjà, ce sera mauvais, car l'accord est lourd. Le décompte renforce l'importance de l'ordre des chevaliers, disant que c'est un honneur absurde, quelle que soit la race que vous êtes, quelque chose d'impossible pour un peuple en temps normal. Mais ensuite, le comte Frange, ne comprenant pas comment quelqu'un échangerait tout ce prestige pour devenir un voyou, crie, indigné, disant que cela jette un rêve. Le protagoniste, en calme, demande le décompte de se contrôler et dit qu'il résoudra l'arrêt dès que possible. Le décompte est une gorge, hésite un peu et livre discrètement un sac de pièces pour le visage. Pour inciter, presque un Iva et fait le bon service. Le protagoniste accepte directement. Eh bien, conscient qu'un tel chevalier renégat a provoqué un scandale et cela doit être résolu dans une muette. Avec un sourire énigmatique, il montre qui il est vraiment. Vous ne vous voyez pas comme un héros ou comme une figure publique, mais comme une ombre, quelqu'un qui nettoie le sentier pourri. Il laisse le château en pensant à la nouvelle mission. Éliminer un ELF Bindagrosso, un botaire connu pour sa résistance absurde. Excité par le défi, il garde de l'argent et disparaît discrètement dans les rues. Pendant ce temps, cela commence à faire passer la rumeur parmi les gens qu'un gang dirigé par un elfe provoque le chaos. La foule panique quand ils découvrent que le patron des bandits était auparavant. Ces chevaliers sont si forts que chacun est valable pour une armée. Face à des corps tombés sur le sol, les gens réalisent que la chose était laide. Le protagoniste analyse tout froidement, prédisant déjà que la confrontation sera sanglante si les rumeurs sont réelles. Confiant et avec un sourire vif, il dit que sous son commandement, aucun des alliés ne tombera. Il disparaît discrètement et les gardes entendent même un bruit étrange, mais ils pensent que c'était leur tête. Jours plus tard, la scène se transforme en montagne, indiquant que la mission est sur le point de commencer. Au milieu de la forêt, un chariot arrête et brise le silence. Déguisé et monté sur un cheval, regardez tout silencieux. Un visage de trouble arrive avec un sourire moqueur et l'appelle vieux, ressemblant à une embuscade. Le protagoniste est entouré de bandits qui l'envoient pour sortir du wagon et courir, promettant qu'ils lui sauveront la vie. Armés et se retrouvant, les bandits prennent la vague de la situation. Mais le protagoniste fait un sourire de coin de sa bouche, comme qui dit que tout se passe selon le plan. Avec un commandement ferme, il appelle son équipe cachée dans le wagon. Des silhouettes géantes et une patte monstrueuse sortent de l'obscurité, laissant les méchants la bouche ouverte. L'un d'eux, mené de peur, ne comprend pas ce qui est sur le point de faire face. Les méchants se fichent car ils voient d'énormes créatures ogres avec des armes géantes et des masques démoniaques. Le patron des bandits, sous le choc, demande qui sont ces monstres bizarres qui sont si prêts à attaquer. Quand il réalise qu'ils sont de vrais ogres, cela bat le désespoir. Terrifié par la taille et la force des animaux, essayez de s'échapper désespéré. L'un des ogres soulève le clava géant et baisse la pitié. En un seul coup, il jette plusieurs méchants en l'air comme s'ils étaient des poupées de tissu, répartissant le chaos. Les ennemis s'envolent, sans même le temps de réagir, mais l'ogre ne fait que commencer. Son expression montre que les conneries sont loin de la fin. Les méchants, totalement dominés par la force brute des ogres, viennent en désespoir. Ils se rendent compte qu'il n'y a aucune chance et concluent que la seule issue est d'appeler leur patron, l'elfe. Avec la colère et la foi en la force du chef, ils disent qu'il est quelqu'un que personne ne devrait sous-estimer. Avec un sourire soulagé, annonce que le patron arrive. Un elfe enveloppé dans une barrière magique, marchait lentement à travers la forêt, fier. N'oubliez pas qu'il faisait déjà partie de l'ordre des chevaliers, qui en soi mérite déjà le respect. Tandis que les ogres regardent attention. Les ennemis gagnent en confiance. L'elfe apparaît enfin, entouré d'une structure cristalline magique qui émane d'un air puissant. La posture calme et le regard net montrent qu'il est un guerrier expérimenté.
Silencieux, il évalue tout autour, prêt à agir avec la force de ceux qui appartenaient déjà à l'ordre légendaire des chevaliers. Sa présence change tout. La magie est si forte que les ogres ressentent à l'époque le gars sinistre. Le protagoniste observe avec un sourire contenu et admet que oui est un vrai chevalier. Quelqu'un digne de respect. Les sacs elfes qui ont quelque chose d'étrange dans les ennemis. Il sent le conservateur et remarque que les soldats sont un peu bizarres. Analysant la situation, il comprend qu'ils ont envoyé un tueur pour le faire. Avec un sourire calme, il dit qu'il s'attendait à de vieux collègues de l'ordre, mais à la fin il n'envoyait qu'un seul envoyé des ombres. Le protagoniste révèle que même s'ils échouent, l'arrivée des chevaliers est inévitable, c'est-à-dire que sa victoire est pratiquement garantie. Il se moque des intentions du comte. Dire que tout cela était une tentative désespérée de prendre la gloire. Riant, drôle la naïveté des ennemis, tandis que l'elfe, avec un regard net, reconnaît que l'autre a raison. L'elfe admet qu'il n'aurait aucune chance contre tous les chevaliers de l'ordre. Puisqu'ils sont aussi forts que, voire plus que lui. Mais en colère, il dit que même l'autre ne faisant que suivre les ordres, c'est lui qui a commencé tout ce gâchis. Totalement irresponsable. Pendant ce temps, le protagoniste, même en connaissant le risque, reste confiant qu'il a toujours une réelle chance de gagner. Avec un sourire plein de coups, il envoie la boîte que c'est exactement pourquoi il est venu. En réponse, l'elfe active la magie sur place, en dérangeant la barrière avec force et précision. La tension augmente lorsque les deux sont prêts à tomber dans la vraie cloche. Soudain, une explosion magique violente brise tout devant le protagoniste, détruisant tout sur le chemin avec une force absurde. Au milieu de la fumée et de l'impact, il reste ferme. Nommage l'attaque de l'avant, sans même clignoter, prêt à contre-attaquer. Même après avoir pris ce coup sinistre, il marche tranquillement. Surpris par l'impact, il admet qu'il était plus épuisé qu'il ne l'imaginait. Pourtant, il garde le sourire sur son visage, reconnaissant que la magie de l'elfe est forte comme l'enfer, presque folle. En fait, même après avoir libéré une magie avec la puissance de 10 sorciers humains, l'elfe se rend compte que la barrière de l'ennemi ne craque un peu. Calmement et un sourire de coin. Il admet qu'il a même du sens, après tout, ce genre d'attaque ne serait pas suffisant contre quelqu'un en tant qu'adversaire. L'elfe révèle que sa barrière est renforcée avec le pouvoir de 11 sorciers humains. Malgré cela, il a subi des dommages. Il déduit que l'attaque de l'autre n'était qu'un niveau en dessous du nécessaire. Les alliés célèbrent avec confiance, tandis que les ogres sont choqués par tant de résistance. L'explication vient, encore des elfes plus faibles ont 2 fois la puissance d'un sorcier humain ordinaire. Les niveaux moyens sont faciles à 5. Avec un sourire confiant, l'elfe commence à lancer un puissant enchantement. Les cercles magiques apparaissent autour de lui, révélant que son niveau magique est bien au-dessus de la moyenne des elfes. Il tire ensuite une séquence de sorts en même temps. Plus facilement, montrant son vrai pouvoir. L'elfe révèle, avec fierté, que étant un elfe d'élite, sa puissance magique est supérieure à la force supplémentaire de 40 sorciers humains. Entouré par la barrière restaurée, il montre qu'il domine complètement ses compétences. Le protagoniste reconnaît sa capacité. Impressionné par la vitesse qu'il a reconstruit la défense et admet que, même si ce n'est pas au même niveau, le gars mérite le respect. Plein de confiance, provoque le protagoniste, ce qui implique qu'il a déjà utilisé la carte finale et maintenant seulement ses ogres étranges à dire. Pendant ce temps, il prépare une autre attaque magique avec divers cercles autour. Se retrouvant le propriétaire du terrain, l'elfe libère la magie d'en haut, se demandant qu'il suffira de le renverser. L'explosion frappe les ogres dans son intégralité, et le protagoniste est surpris par la force de l'impact. Le champ de bataille tremble avec une attaque brutale. La défense des ogros est brisée et des cris de douleur et de tension prennent le contrôle. Le protagoniste se présente vers eux, préoccupé par l'état de l'équipe. Malgré l'impact, l'un des ogres répond. Ils sont toujours debout. Même visiblement secoué de loin, l'elfe observe tout de cette manière froide et confiante. Les ogres, même debout, regardent les dégâts causés par l'offensive magique. Vous pouvez voir que leur équipement était très engagé. L'un d'eux, avec le masque fissuré, montre qu'il est inquiet, conscient que la prochaine attaque peut être la fin, même avec des vêtements et des armes endommagées. Les ogres restent fermes, prêts pour un de plus. Le leader s'approche, soulagé, plaçant la sécurité de son avant-tout. Avec un sourire serein, il dit que cela en valait déjà la peine, tant que tout le monde est vivant. Debout à côté de ses guerriers ogros, le protagoniste lève fermement la main et déclare, avec conviction, qu'ils n'accepteront pas la défaite. Même après tant de battements, il reste fier, donnant de la force et de l'espoir au groupe. L'elfe, tous plein de lui-même, pense que l'ennemi n'a plus de gaz pour contre-attaquer, considérant toute une mise en scène. Mais le protagoniste surprend avec un sourire énigmatique, révélant qu'il a encore de lourdes munitions. L'elfe est choqué par le tour.
Une lumière intense commence à se former dans le ciel, annonçant l'arrivée d'une attaque cabuleuse. La population observe nerveuse, tandis qu'une vague magique avance. L'elfe, pris par surprise, sent le danger venir et que les soldats autour sont paniqués, essayant de se retirer. Une explosion colossale reprend le terrain. Avalée toute avec une vague de lumière et de destruction. Avec son dos, l'elfe reste ferme à l'intérieur de la barrière cristalline, regardant l'impact avec confiance, ou peut-être nier que cela se produit. Au milieu du chaos d'explosions magiques, le chef humain reste là, imposant, avec son bras étendu et ferme, montrant qu'il est toujours en contrôle. Derrière lui, l'impact continue de tout dévaster. Scellant le résultat de la contre-attaque écrasante. L'elfe, stupéfait par le résultat, entre dans le désespoir quand il a vu sa barrière se craquer. Ne comprenant pas comment un humain a réussi à générer autant de force magique, il crie, furieusement, voulant savoir d'où vient ce pouvoir. D'un autre côté, le chef humain suit le calme et confiant, ne répondant qu'avec un geste ferme et mystérieux, avec un sourire provocateur. Il lâche qu'il ne sait même pas combien de fois il peut encore libérer une telle attaque. L'elfe, pris par la peur et l'incrédulité, secoue simplement en imaginant la taille du pouvoir de l'adversaire. L'attaque est lancée avec brute force, frappant la barrière directe ELF. L'explosion traîne tout autour, tandis que l'humain observe avec ce sourire tranquille, montrant qu'il domine le jeu. Même après avoir été frappé 4 fois par une attaque absurde, l'elfe est toujours à l'intérieur de la barrière, qui, par miracle, fonctionne toujours. Les ogres regardent sous le choc, tandis que l'humain garde le sourire, toujours certain que la victoire est la sienne. Même résistant à tout, l'elfe atteint enfin la limite. La barrière est toujours debout, mais son énergie magique se termine, et il s'effondre à l'intérieur de la prison magique. Sans la force de continuer, le protagoniste s'approche de la prison et loue la résistance de l'ennemi, qui a enduré l'équivalent du pouvoir magique de 40 personnes. Épuisé et vaincu, l'elfe demande comment il a réussi à lancer tant d'attaques d'affilée. Avec un sourire de moquerie, le protagoniste répond que, pour dire la vérité, cela ne vaut même pas la peine d'être expliqué. Avec un geste imposant, il lève le doigt vers le ciel alors que des poutres de lumière traversent la forêt, l'allumant comme s'il s'agissait d'une divinité. L'ennemi, tombé et arrêté, regarde tout sans rien faire, totalement vaincu, allongé sur le sol. L'elfe fait face au ciel, visible à travers un trou géant ouvert dans les arbres. Terrifié, il se rend compte que le rayon magique a tout traversé en chemin. Choqué par la force de l'attaque, cela commence à douter si c'était vraiment réel. Pendant ce temps, le protagoniste ne sourit qu'en toute confiance, confirmant avec ironie le doute de l'ennemi. Il fait face à l'elfe vaincu avec mépris et lâche. Plus rare que son pouvoir, cela ne valait rien. Et puis, froidement, des phrases il meurt et devient de l'or. Pendant ce temps, le scénario environnant est complètement dévasté par la bataille. Quelques jours plus tard, dans la capitale, une réunion solennelle se produit. Le corps de l'elfe vaincu est au centre de la pièce, entouré d'importantes autorités et figures. Le protagoniste confirme tout sans même hésitation. Il n'y avait aucun doute sur son identité, ni sur le sort qu'il avait. Dans le trône, il confirme que l'elfe vaincu était vraiment venu, laissant le général sous le choc parce qu'il est tombé sans même causer de victime. L'un des dirigeants envoie déjà le réel. Il n'y a rien d'autre à discuter. Même sans récompense officielle, les conneries ont été résolues et le problème, qui était finalement la responsabilité du royaume, est terminé. Toya, le commandant suprême de l'ordre des chevaliers et un humain d'élite, a une récompense envoyée comme une forme de reconnaissance. Toute la foule suit déjà sa commande à temps. Tistoria confirme que c'est le comte Boric lui-même qui a dirigé les troupes et a vaincu Lavia. Impressionnée par son pouvoir, elle reflète à quel point le gars est exceptionnel. Pendant ce temps, Boric, maintenant cagoulé, regarde tout de loin avec ce mystérieux sourire, comme si pensait, cela valait la peine d'enquêter sur cela plus là, dans une autre scène. Une foule part en voyage avec un wagon, commentant qu'ils avaient quitté le corps d'un elfe. Le chef du capot garantit que tout va bien. Parce que les hommes de gâteau arriveront bientôt. En cela, une femme commence à se plaindre de la chaleur et dit qu'elle veut participer à ses vêtements. Le chef lui demande de tenir un peu plus, car le camp est juste devant. À leur arrivée, vous pouvez voir un grand camp. Plein de tentes et de travailleurs. Un monstre grand et velu reçoit le groupe avec joie, heureux de revoir le leader. Les autres s'approchent également pour accueillir le patron, qui arrive avec son train. Le chef remercie les monstres d'avoir protégé le camp et confirme qu'il n'y a pas eu d'attaque. Peu de temps après, une femme demande à se faire un déguisement velu parce qu'elle transpire trop. Avec sa permission, elle commence déjà à prendre le costume de tout. Les autres femmes, également déguisées avec ses vêtements de cheveux lourds, enlèvent enfin les costumes et se reposent, en sueur et épuisées. L'un d'eux, visiblement dans la bagasse,
demande de l'eau alors qu'il essaie de se remettre de la chaleur. Ils se plaignent tous de la chaleur insupportable des costumes et demandent si cela peut l'améliorer. Le chef rit et dit qu'il a tellement essayé d'améliorer ses costumes. Mais cela change rapidement le sujet. Peu de temps après, il essaie de se cacher quand il réalise que quelqu'un s'approche. 3 petits gobelins se sont déroulés avec enthousiasme, heureux d'avoir traité le message. Ils le remercient de leur avoir confié le camp. Ils disent qu'ils ont pris soin des elfes et que la nourriture est prête. Tous fiers. Le leader loue le général dans le camp pour l'effort et dit que le succès n'était possible qu'à cause de tout le monde. Les gobelins commentent que les elfes ont souffert encore plus et qu'ils reposent sur la tente. Avant d'entrer, le patron remercie à tous pour l'excellent travail et pour l'élimination de la cible. Dans la tente, plusieurs elfes semblent complètement épuisés. Certains couchés, d'autres essayant de récupérer. L'un d'eux soupire, disant à quel point le leader regarde la scène à l'entrée. Les elfes continuent de demander de l'eau, tandis que l'un des serviteurs apparaît avec un plateau. Certains se remettent lentement, et l'un d'eux, avec un coup d'œil, appelle Sensei, soulagé de le voir là-bas. Le chef explique que l'elfe ennemi était une excavatrice si forte qu'il a enduré toutes ses attaques sans même clignoter. Les elfes sont surpris et frustrés, commentant comme avec la magie de tous ensemble a réussi à renverser le gars. L'un d'eux, tête baissée, dit qu'à la fin, comme toujours, ils étaient les plus faibles qui ne pouvaient rien faire. Le chef demande pourquoi tout le monde est découragé et se souvient que, finalement, ils ont affaibli l'ennemi. Il souligne que la mission n'a fonctionné qu'en raison de leurs efforts, indiquant clairement que la valeur de tout ce qui est incontestable est incontestable. Les elfes sont ravis. Réalisant qu'ils ont vraiment aidé et ils commencent à sourire heureux. Le chef dit qu'il est heureux pour cela et se souvient qu'il partira dans 2 jours. Demandez à chacun de prendre les médicaments et de se reposer juste là. Ils répondent avec enthousiasme, l'appelant le Sensei. Le leader sourit alors qu'il révèle la véritable arme utilisée sur sa mission, un canon magique géant nommé Demon Tower. Il est révélé que c'est ce canon qui a drainé l'énergie magique de l'elfe d'élite, montrant la véritable source de l'attaque qui a remporté la victoire. La scène montre que le canon magique absorbant l'énergie de 5 elfes positionnés dans un cercle magique, puis tirant une puissante attaque. Il verrouille la cible à distance et laisse échapper une explosion magique droite, atteignant directement l'ennemi. Ce tir destructeur a été répété 4 fois, assurant des dommages. Pas de miracle. C'était une pure force brute. Utilisation de la magie de 20 elfes comme source d'énergie, dans un bombardement à long terme. Du point de vue de l'ennemi, il semblait que le sort provenait du gars qui était juste devant. Pendant ce temps, Ogre a protégé la région et les gobelins ont pris soin de la logistique du camp. Gardez tout sur les pistes. Le leader observe le champ de bataille satisfait et reflète que le puissant elfe n'a pas été vaincu par un autre guerrier d'élite, mais par beaucoup de personnes inutiles en grand nombre. Il pense même qu'il aurait dû le dire à l'ennemi avant sa mort et fait sourire comme un secret de victoire. La narration humaine royale était 61 à renverser l'elfe, notant qu'en fin de compte, tout se résume à des chiffres. Personne ne bat seul, aussi grand que cela puisse être. À mi-mois plus tard, le leader reçoit un argent de récompense d'un noble satisfait qui loue son travail pour éliminer les bandits et le chevalier rebelle. Le protagoniste est surpris par la grande valeur de la récompense et demande si cela a raison. Le noble dit qu'il a travaillé dur et le mérite. En prenant le paiement tous heureux, le leader entend qu'il semble aimer beaucoup de l'argent. Il admet qu'il est très matérialiste et ne peut pas se cacher en ce qui concerne l'argent. Le noble, riant, implique qu'il peut même être impliqué dans la vente illégale de potions, citant des rumeurs récentes. Ensuite, il devient sérieux et demande directement s'il est derrière cette activité suspecte. Le protagoniste nie rapidement, disant que c'était juste une blague et qu'il a déjà trop de travail pour y entrer. Préoccupé d'éviter les soupçons, il décide de partir. Le noble dit que s'il a besoin de quelque chose, appelez-le. Seul, le leader commente. Surpris par la satisfaction de l'autre avec si peu, le noble rit fort. Surpris que le protagoniste, même si gourmand, n'y vérifie les valeurs. Il admet que le paiement devrait être 10 fois supérieur pour le service effectué, mais c'est le moins. Le prophète va toujours au noble, alors qu'il n'agit qu'en tant qu'intermédiaire, sans risquer, continue de profiter de la vie dans le système confortable du monde de l'extérieur. Peu après, un elfe apparaît, le plus jeune de l'équipe, demandant si la négociation fonctionnait. Avec un sourire timide, elle appelle le protagoniste Sensei, montrant le respect et l'affection. Le protagoniste répond tous excité, disant que l'accord a été un succès, mais elle fait ensuite un visage laid et se plaint qu'elle déteste travailler avec ce client et grosse client, suggère même d'obtenir un autre client. Le protagoniste essaie de calmer la situation. Se souvenir qu'il n'est pas agréable d'appeler le gros gars, après tout, il a aussi des sentiments. Malgré cela, elle se plaint que ce sont eux qui ont fait tout le travail acharné.
Mais c'est la Grèce affichée qui prendra tout le crédit et probablement la plupart de l'argent également. Le protagoniste explique que si un groupe d'étrangers apparaissait avec le corps d'un, les chevaliers allaient trouver tout suspect, et peut-être qu'ils les ont même tués. Elle comprend, mais commente que si elle avait une récompense officielle à travers la tête de l'elfe, alors ce serait une autre histoire. Le protagoniste reflète que, bien que le gars affronte une partie de l'argent, personne d'autre ne paie aussi bien que lui. Donc, le chemin est de réaliser des profits. Il sait qu'ils ne sont considérés que comme des soldats privés de la noblesse, qui, garantissent ou non, même en cas de doute. À ce sujet, Soji se plaint qu'ils n'ont pas de vrai travail, mais continue de chanter, heureux de pouvoir faire ce qu'ils veulent. Plus tard, elle appelle Soji pour ne pas être laissé pour compte. Le protagoniste pense qu'il est déjà satisfait de gagner un peu d'argent chaque jour. Mais Abose a une idée de nulle part. Excitée, elle suggère qu'ils obtiennent un rendez-vous. J'utilise un laboratoire de recherche où il pouvait faire ce qu'il aimait toujours apprécier. Le protagoniste est un peu surpris et sans comprendre cette suggestion de nulle part. Puis elle commence à voyager. L'imaginer montrant ses inventions et tout le monde bave, voulant être son assistant. Dans son imagination, il refuse tout le monde avec un regard plein d'affection, disant qu'il a déjà un assistant incroyable, elle et que cela suffit, remerciant du cœur. Soji fond dans son propre fantasme, trouvant tout beau, mais le protagoniste brise l'humeur en disant, tous fade, qu'il n'a pas de temps. Aucun plan pour trouver un emploi. Déçu, elle le secoua et lui demande pourquoi il pense de cette façon. Frustré, il révèle qu'il a plusieurs raisons de ne pas vouloir un emploi, mais l'essentiel est que tout ce qu'il fait est complètement cool. Le Lazi est confus et demande que la partie soit illégale. Il explique que, par exemple, le canon magique qu'ils ont récemment utilisé est une arme interdite. Même ainsi, elle ne voit pas beaucoup de problèmes. Dire que c'est l'épuisement magique, et cela ne fait pas mal à quiconque. Il ne pense qu'à l'efficacité de l'arrêt. Le protagoniste est sérieux et explique que dans ce monde, les méthodes qui existent déjà dépendent des sacrifices. Il dit qu'il est moins cher de capturer les humains et de vivre les elfes, de les transformer en munitions et de l'utiliser comme outil jetable. Il est sous le choc juste d'imaginer l'horreur. Il explique que, sur le plan économique, il est plus conscient d'utiliser des prisonniers comme carburant magique que de dépenser en potions de récupération. Tout ce qu'il utilise est une technologie scellée pour être considérée comme illégale. Pour cette raison même, s'il travaillait pour une institution officielle, il ne pourrait ni construire ni utiliser ce type d'équipement interdit. Il conclut cela, à cause de toute sa vie est parfaite comme ça. Azizi admet que vous n'aimez pas cet endroit, en vous sentant un peu mal à l'aise. Puis il change le sujet avec un sourire, réalisant qu'il bouquait déjà trop dans la conversation. Ils arrivent juste à destination, un immeuble fréquenté. Le protagoniste et le SOI arrivent sur un marché esclavagiste, un endroit plein de gens. Mais elle déteste clairement. Il regarde tout avec un sourire sombre, se préparant déjà à ce qu'il a l'intention de faire là-bas. Sur le marché, plusieurs femmes avec des oreilles et des queues animales, ainsi que des elfas, sont enfermées dans des cages, avec un visage triste et suspect. Le protagoniste regarde avec intérêt, pensant à trouver quelqu'un d'utile pour ses plans. Pendant ce temps, le Soja essaie de deviner quel schéma il va cette fois. Ensuite, la vente aux enchères commence, avec la pompe et tout, présentant comme un point culminant une bête guerrière de l'élite, un chasseur habile et un maître dans des embuscades. La foule vibre lorsque l'homme est montré enchaîné sur scène, renforçant le succès et le spectacle cruel du marché. À l'intérieur de la salle de luxe, les offres à Bishim commencent déjà. 20 millions. L'endroit est emballé et bruyant, plein de gens excités. À l'extérieur, Alazi observe le mouvement et commente la surprise de la façon dont l'endroit pompe. Alors que les offres par les esclaves d'élite atteignent 40 millions. Le protagoniste note et commente qu'il n'y a que le premier esclave au premier. Il se souvient également d'un endroit plus discret, où ils vendent les refus, et révèle qu'il a été acheté là-bas, donnant une trace de son passé. Il arrive dans une simple tente et accueille le propriétaire. Demander si les ventes se portent bien. Le vendeur, avec un visage suspect, reconnaît alors et explique qu'il est le seul client qui revient toujours. Le Soja devient suspect et laisse échapper une blague, disant qu'il devrait le dire à tout le monde. Dans la boutique vide, le vendeur demande désespérément que le protagoniste achète quelque chose, disant que la façon dont il est, ni ne peut nourrir les esclaves. Le protagoniste rit et commente que ce serait un sac de devoir chercher un autre fournisseur s'il était en panne, et décide d'acheter quelque chose pour aider. Le Soja regarde juste, un peu mal à l'aise avec la situation. Le vendeur commente que Soshi semble vivre beaucoup mieux maintenant. Et elle sourit en disant qu'elle a eu la chance de trouver un bon maître. Le protagoniste demande quelle est la recommandation du jour. Et le marchand, avec un sourire malveillant, dit qu'il a quelque chose de spécial à montrer, pointant vers une cage en arrière-plan. À l'intérieur, il présente un groupe d'elfes noirs. Les elfes sont assis avec une expression tendue, en utilisant des colliers d'esclavage clairement inconfortables.
Le protagoniste observe et commence à réfléchir à leurs caractéristiques. Contrairement aux elfes ordinaires, ils ont peu de magie, mais peuvent gérer des environnements hostiles dans un bond. Il remarque également leur sens aigu et rappelle qu'ils sont une race naturellement bonne pour la chasse. Ce qui peut être utile pour d'autres choses. Décide d'acheter l'ensemble du groupe, pensant qu'ils peuvent servir quelque chose et verse 200 000. Le vendeur remercie tous excités et attire son attention à autre chose. Il pointe vers le bas du magasin, où il y a des silhouettes mystérieuses avec des oreilles et des cornes derrière les barreaux. Là, il trouve plusieurs filles de Bistin, avec des oreilles et des queues d'animaux, également avec des colliers d'esclavage. Il regarde surpris, dessinant déjà la façon dont ils sont Bistins. Ce qui suscite son intérêt. Le vendeur commente qu'ils ne sont pas très recommandés car ils sont généralement des rebelles. Le protagoniste note que, bien qu'ils aient peu de magie et de résistance limitée, ils ont une vitesse explosive absurde en raison des traits animaux. Il conclut que s'ils sont obéissants, ils peuvent être très utiles. Mais pour un travail lourd, les ogros sont toujours meilleurs. Le vendeur explique que ces Basjins ont été capturés après avoir perdu une guerre tribale et vendus à l'homme parce qu'ils n'ont pas obéi aux ordres. Le Soja demande s'il a l'intention de les vendre plus tard, pensant que les gens achètent peut-être en pensant qu'ils aident. Le protagoniste est réfléchi, analysant la situation en silence. Il regarde les sociétés Béasta, qui lui sont confrontées avec des regards intenses et presque difficiles. Puis il fait un léger sourire, suggérant qu'il a déjà une idée de ce qu'il fera avec eux. Le protagoniste décide de prendre à la fois la Béasta comme les elfes noirs, disant qu'ils avaient besoin de gens avec un esprit fort. Il se présente comme Gaku Ikumi, un sorcier, et avertit qu'à partir de maintenant, ils seront leurs maîtres. Les filles regardent de près alors qu'il sourit et se présente presque cordialement. Le groupe suit ensuite une forêt jusqu'à ce qu'elle atteigne une base isolée. Les nouveaux esclaves commentent que l'endroit est loin, mais finissent par accepter, disant que comme ils sont à la base de la hiérarchie, ils n'ont pas le droit de choisir. Azwa guide, et le protagoniste suit devant en silence, sans donner beaucoup de balles aux plaintes. À leur arrivée, l'endroit a un climat calme, avec plusieurs elfes, Bistins et gobelins travaillant à la campagne et prenant soin de la plantation. D'autres elfes sont occupés à l'intérieur de la maison, faisant apparemment des travaux ménagers. L'environnement est un travail de routine et simple, avec toutes les personnes impliquées dans les activités locales. Les nouveaux Elfa et Bishim arrivent enfin à la base, et ils sont surpris. Réalisant que l'endroit n'est pas sévère, mais calme et calme. Certains rient même, soulagés. Pendant ce temps, les travailleurs du terrain se rendent compte que le protagoniste est revenu et le reçoit excité, montrant que tout le monde semble vivre dans un bon. Les nouveaux arrivants sont également reçus à bras ouverts par d'autres résidents, qui disent qu'ils sont impatients de travailler avec eux. Les nouveaux esclaves sont choqués de voir que tout le monde est sain, bien habillé et plein de vie. Cela fait que certains demandent timidement s'il est juste d'espérer une vie meilleure dans cet endroit. Pendant qu'ils marchent, l'un des Bishim demande pourquoi il y a tellement de races mélangées là-bas, si ce n'est qu'une ferme. Après tout, les elfes et les elfes noirs ne faisaient généralement pas ce genre de travail. Elle commente que les ogros et les gobelins sont forts pour un travail lourd. Mais les elfes seraient un peu inutiles. Gawaku sourit et dit qu'au moins quelqu'un a un peu de bon sens et explique à nouveau qu'il est un sorcier, ce qui implique qu'il a une autre raison de garder une course tellement différente. Il explique que son vrai travail est de diriger une armée privée qui répond directement au seigneur local. Ensuite, il commence à décrire comment chaque race a sa fonction. Ogro fait le dur labeur, mais ils ont vu une forte infanterie pendant la guerre. Les gobelins s'occupent des services généraux et deviennent de l'artillerie. Déjà les elfes, qui préparent généralement des potions, entrent également dans les stratégies de combat. Tout cela montre que cette ferme en réalité est un centre de formation et un soutien à son armée personnelle. Bistin est choqué de comprendre que même s'il est ogre, gobelin et elfe, tout le monde peut devenir des soldats d'élite. Elle demande si elles sont vraiment capables que deux filles confirment un peu gênées mais avec fierté, c'est vrai. Montrant que tout le monde y est élite et fait partie d'une unité secrète. Mais Gaoku coupe l'humeur en disant dans la boîte que, en fait, tous ne sont que des esclaves inutiles de bas niveau, tout comme les nouveaux arrivants qu'il a apportés. Cela est généralement découragé et rend les filles embarrassées. Bien qu'ils continuent de dire que faire semblant d'être quelque chose, ils ne sont pas du tout, car la vérité apparaît toujours. Ils essaient de affirmer qu'ils peuvent travailler dur et s'améliorer. Mais il répond qu'il ne sert à rien de se tromper. Pour le moment, les filles demandent s'il y a encore une chance de faire partie d'une telle unité secrète. Gekaku répond que ce n'est pas si simple, disant que même si quelqu'un à la base s'efforce, en fin de compte, il ne servira que de pion jetable, pas comme un vrai soldat. Mais ensuite, il commente que cet endroit est différent, car tout le monde y a un corps et un esprit sain. Puis il leur dit de le suivre, promettant de montrer le secret pour devenir de vrais soldats. Et les filles remplissent d'espoir.
Gawaku emmène ensuite le groupe dans un endroit où vous pouvez voir de gros corps évolus, ressemblant à des ogres ou des bêtes géants, suspendus dans des capsules remplies de liquide. L'une des filles, effrayée, demande « Qu'est-ce que c'est ?» en regardant le bras mécanique de l'une des créatures. Cela semble modifié. Le temps devient lourd, ce qui implique que c'est le secret de devenir des soldats. Il montre fièrement ses créations, ces golems de chair et d'os, fabriqués comme des armes magiques. Les filles sont choquées par leur taille et leur présence, même si elles ne doublent que la force d'un humain ordinaire. L'assistant explique que c'est peu par rapport à la force brute d'un ogre, mais il suffit de transformer même le plus faible en soldat. Il dit qu'après avoir assimilé à des outils magiques et suivi de la formation, tous gagnent en force et prouvent leur propre valeur sur le champ de bataille. Ce ne sont pas seulement des piétons jetables. Ils sont revenus vivants, ont vaincu les ennemis et ont gagné en reconnaissance et à l'honneur à plusieurs reprises. Il dit qu'ils sont fiers, et c'est ce qui les déplace. Les filles sont touchées par les mots, montrant la surprise et le respect. Ils se rendent compte que, même faibles et toujours perdus, ils croyaient toujours en eux-mêmes. Ils pensent que s'ils acquièrent de l'expérience là-bas, ils peuvent changer leur propre destination. Ravis, ils déclarent qu'ils le veulent aussi. La fierté d'être des guerriers, la flamme qui fait que quelqu'un se bat. United, ils montrent que, au fond, ils partagent tous le même désir de force et de dignité. Les notes du sorcier satisfaisaient, pensant qu'il a fait une bonne affaire en achetant ses nouveaux subordonnés. En attendant, ailleurs, un soldat envahit la chambre du comte avec un rapport urgent. Le décompte reçoit la nouvelle que 10 ogres armés occupaient un village agricole, laissant les résidents en panique. Sans trop réfléchir, il ordonne au bataillon magique Gekakuikin de résoudre la situation. Dans le village humain détruit, les ogres s'amusent, disant que les terres humaines sont incroyables parce que tout le monde s'enfuit d'écouter un grognement, quelque chose qui ne se produirait jamais sur leur territoire. Pour eux, être là sans résistance semble être un rêve. Les ogres ont une fête dans un salon, mangeant et buvant à l'aise. Ils rient à haute voix, disant que les humains sont les meilleurs parce qu'ils livrent tout sans réagir. Il est clair à quel point il est facile pour eux de profiter. La fête continue, jusqu'à ce qu'un bruit étrange attire l'attention. L'un d'eux verra ce que c'est. À l'extérieur, vous pouvez voir des gens se préparer avec des boucliers et des épées. Quelque chose est sur le point de se produire. Un groupe de boucliers et d'épées armés de l'homme cagoulé, prêt à faire face au danger. Certains spectateurs se moquent, disant que cela ne ressemble qu'à le jeu d'un enfant en jouant du soldat. Mais les filles montrent une détermination inattendue, indiquant clairement qu'elles ne sous-estimeront pas ces guerrerinas si faciles. Les ogres rient, trouvant drôle l'idée que ces filles veulent les affronter. Mais l'homme à capuche démontre une confiance totale, sans aucun doute le résultat. D'un autre côté, la morsure renforce sa confiance en lui, s'attendant à quelque chose de beaucoup plus grand que la force brute. Le groupe analyse le comportement des ogres, réalisant qu'ils attaquent généralement les petits villages, consomment tout et vont à la suivante. Ils critiquent comment ces ogres agissent uniquement pour nourrir leur propre fierté et faim aux dépens des humains. Une femme demande si les novices seront exclus de cette mission, mais le chef pense qu'ils n'ont même pas montré ce qu'est un vrai travail. Le groupe dirigé par Jikaku arrive sur le champ de bataille avec un sourire confiant. Il dit que c'est le moment idéal pour les novices à apprendre et envoie tout le monde en première ligne avec lui. Pendant ce temps, les ogres, déjà complets, commencent à bouger, prêts pour la bataille. Après la consommation, ils disent qu'il est temps pour un exercice post-infinisation et aller au groupe Gaku avec des moqueries, en choisissant des cibles parmi les filles. L'un d'eux dit qu'il faudra l'elfe noir. Gawaku ordonne ensuite à tout le monde de faire attention à ce qui se passera, en préparant les novices pour ce qui vient ensuite. Il se positionne devant les filles et leur dit d'être alertes. Dire à regarder attentivement comment vraiment se battre. Puis il active un cercle magique sur le sol, se préparant à montrer son vrai pouvoir et tout le monde béant. Près de la rivière, à l'extérieur du village, un énorme canon magique est préparé, avec plusieurs personnes autour. En recevant le signal, l'une des femmes ordonne à toute magie et à l'intérieur de l'appareil, et son partenaire confirme. Se concentrer sur l'énergie du pistolet. Les filles se réunissent autour du canon de magie géant, concentrant autant de magie. Motivées par le désir d'aider le commandant qui est en première ligne, il se consacre à tout. Le canon commence à briller dur, transporter de l'énergie pour le tir. Et puis il tire une énergie puissante au paradis, marquant le succès de l'effort collectif des filles. Pendant ce temps, l'un des dirigeants est pris pour se reposer après avoir tout donné de lui-même. Le commandant observe la confiance et dit que le reste de la mission est maintenant entre les mains du groupe, faisant l'éloge du bon travail accompli jusqu'à présent. L'assistant lève le bras et court le tir d'une magie puissante qui monte vers le ciel. Cette fois, expliquant qu'il utilisera une attaque différente, plus de propagation que la précédente. Pendant ce temps, les ogres regardent tenses,
réalisant qu'il y a une grande chose là-bas. L'assistant lance un sort de tir dispersé. Atteindre plusieurs ogres à la fois et laisser tout le monde sous le choc. Il crie de douleur et de confusion, sans même comprendre d'où vient l'attaque. Le leader devient furieux et se rend compte qu'il doit avoir un sorcier caché à proximité, jurant la vengeance. Après la première attaque, les ogres avancent, menaçant de faire souffrir le sorcier. Mais il sourit, plein de confiance, et répond qu'il n'a jamais dit que c'était tout, ce qui indique clairement qu'il a plus de trucs sur sa manche. Les ogres pensent qu'ils ont trouvé une brèche et un cri pour attaquer avec tout, menés par leur boss de tir. Mais quand ils avancent, ils sont surpris par l'apparence soudaine d'énormes golems qui tombent avec tout, laissant le groupe sous le choc avec une contre-attaque inattendue. Les coups commencent violemment. Les golems géants écrasent les ogres sans pitié. L'impact propage la panique parmi les ennemis, horrifiés en voyant les alliés si facilement détruits. Pendant ce temps, le sorcier regarde la scène avec un sourire d'une oreille à l'autre. Confiant dans la force absurde qu'il a lancée, son groupe célèbre la victoire après l'attaque réussie. Les elfes ont utilisé la magie pour confondre et affaiblir les ogres. Ouvrir la voie aux golems pour mettre fin au jeu. Un sorcier loue les novices et demande ce qu'ils pensent du résultat. L'un des guerriers répond avec enthousiasme, disant que c'était incroyable. Même s'il est contre les autres de la race elle-même, le sorcier fait un sourire convaincu et dit qu'il se trompe bien. La victoire était déjà garantie depuis le début, et il n'avait même pas à utiliser l'arme spéciale qu'il a créée. Il explique que la victoire était certaine car ils avaient 20 ogres en première ligne et 20 elfes derrière, apportant un soutien magique. 40 contre 10. Mais cela admet également que la moitié d'entre eux seraient morts s'ils étaient des soldats normaux, car ces ennemis étaient très forts. Même les ogres vaincus le reconnaissent, disant que même avec de meilleures troupes, le résultat changerait. L'assistant rit, disant qu'il n'y a rien de mieux que d'apprendre dans la pratique, est amusant et sert toujours de leçon. Les filles sont excitées, sentant qu'elles sont capables, surtout parce qu'elles ont gagné sans aucun débat, grâce à sa stratégie. Ils sont encore plus excités d'apprendre que les armes faites, en particulier pour eux, sont presque prêtes et disent qu'ils veulent se battre bientôt. Un autre groupe, plus peu sûr, il répond qu'il ne se battrait que s'il s'agissait d'une commande. Mais l'assistant ne s'inquiète pas et dit que les autres étaient comme ça au début, et commence à rire, calme et confiant dans leur progrès. L'elfe noir semble assis seul la nuit. Pensée actif. Le narrateur explique que les elfes noirs sont connus sous le nom de chasseurs de nuit. Avec des réflexes rapides, une grande vision la nuit et une audition nette. Elle a l'air un peu confuse et peut-être incertaine avec tout ce qui se passe. Une nouvelle affiche recherchée est publiée dans la ville, annonçant que le comte a mis une récompense. La cible est un groupe de soldats déserts qui sont devenus des bandits et pillant ainsi plusieurs villages. La foule se rassemble pour en savoir plus sur cette mission longue. Ils montrent de l'intérêt et de l'inquiétude, discutant de la situation, car maintenant personne ne sait où se trouvent les méchants. Un guerrier suggère d'utiliser la stratégie ogro, tandis qu'un elfe critique l'artillerie élfique pour être trop lent. Il voit cela comme une rare chance d'agir différemment. Cette fois, le groupe décide de quitter la mission entre les mains de Bishim. Le chat des oreilles de chat se réjouit, montre les griffes et les sourires aigus, prêt à enfin agir. Le boss livre la mission à leurs mains et le retard est très excité, disant qu'il s'occupera de la reconnaissance. Montre la détermination. Le chef décide de quitter la partie de l'emplacement des ennemis avec les elfes noirs. Il montre que vous le ferez, mais il renforce qu'ils ont juste besoin de trouver des ennemis, pas de combat. Car le noir elfa montre un souci de faire face aux humains formés. Elle se souvient que, dans son pays, ils ont toujours appris à faire attention aux armées humaines. Le leader plaisante en les appelant inquiets alors qu'il lui demande toujours ce qu'il prend. Il rassure la faucille, disant que depuis qu'ils sont devenus des bandits, ces gars ne sont plus organisés. Cela garantit qu'elle comprendra mieux quand elle verra ses propres yeux. Mais rappelez-vous tout d'abord, ils ont pour trouver les cibles. Les elfes noirs sont divisés pour rechercher la région. Suivre une carte avec des points marqués. Pendant la recherche, de Joly montre de loin un groupe de bandits autour d'un feu, célébrant et buvant fort, confirmant qu'il avait trouvé la cachette. Cachés dans les bois, deux bandits se plaignent que, même étant un royaume humain, l'armée préfère les autres races. Ils montrent qu'ils sont d'anciens soldats qui vivent maintenant comme des pillards. Ils sont frustrés, armés et prêts à la confusion. Soudain, l'un d'eux prend un coup de poing si fort qu'il s'envole et efface sur place. Le leader remarque l'attaque et crie une alerte. Surprenant l'un des méchants, qui ne comprend rien. Bishim apparaît camouflé au sommet des arbres, observant les mouvements. Les bandits sont prêts à attaquer d'en haut, profitant du sol. Les méchants essaient de se calmer,
disant qu'ils ne sont que des pierres et que l'ennemi est exposé dans les arbres. Bishim analyse la situation, réalisant la position vulnérable des humains. L'un des méchants grogne, ennuyé de devoir faire face aux courses non humaines. Ils se plaignent que les humains sont considérés comme une course inférieure. Un éventi disant que les autres races regardent d'en haut. La scène montre un résumé des avantages et des inconvénients de chaque race. Les elfes sont bons avec la magie, mais fragiles. Les ogres sont résistants, mais ils ne peuvent pas utiliser la magie. L'un des méchants reflète que les humains ne sont pas aussi forts que les ogres ou aussi bons que les elfes, mais ont l'avantage de pouvoir apprendre la magie. Puis il montre cette compétence en lançant un sort avec sa main. Une bête en souriant libère en toute confiance un hurlement puissant, surprenant le groupe bandit. Le son fait écho fort, brisant l'attaque magique ennemie et laissant leur chef terrifié de ce qui vient de se passer. Bishtim saute des arbres avec l'agilité, souriant en toute confiance car il va directement au milieu des méchants. L'impact du saut est si fort qu'il laisse le groupe ennemi en choc total. Réalisant le danger qui approche, Bishim commence à se déplacer rapidement à travers les arbres, entourant les méchants déroutants. Le chef des ennemis est ennuyé qu'ils ne comprennent pas le niveau des mouvements et frustre qu'ils ne puissent pas savoir combien d'ennemis il a là-bas. Les méchants commencent à gêner. Réalisant qu'il y a quelque chose de très mal. Même les branches plus minces ne se brisent pas avec le poids des bêtes. Ils commencent à soupçonner qu'il devrait avoir de la magie au milieu ou est coincé par des cordes, incapable de comprendre ce qui se passe. Regardez partout. Mais ils ne peuvent pas trouver où ils se sont retrouvés. On demande même s'ils ont fui, mais le leader gronde en disant qu'il est évident qu'ils sont cachés. Préparez une attaque surprise. Le narrateur commente comment les vêtements camouflés peuvent être sous-estimés. Dans un petit endroit, vous pouvez dire aux ennemis, mais en zone ouverte et avec des cibles inconnues, il est presque impossible de suivre. Ennuyés, les méchants se sont propagés en essayant de trouver le Bishtim qui a disparu. C'est là que l'un d'eux réapparaît, souriant au milieu des arbres et appréciant la distraction des méchants. Un saut fort, criant que c'est le moment d'attaquer. Laissant le leader ennemi sous le choc pour être tombé dans le même piège. Termine complètement les méchants et commencer à clouer des pierres avec tout. Désespérés, ils essaient de se protéger, esquivant les attaques afin de ne pas prendre un coup fatal. Le leader tient le bouclier, pensant qu'il peut gérer, mais est surpris par la force et la vitesse des pierres. Puis il se rend compte, effrayé, qu'ils ne sont pas des pierres ordinaires, ce sont des bombes en céramique pleines de poudre à canon et de plomb. Il crie désespéré. C'est une grenade, et peu de temps après les rouleaux d'explosion, répandant des éclats d'obus à tout ce qui est le côté. L'un des squads de Bishim pour se protéger, et peu de temps après le passage du groupe à travers le champ de bataille tranquillement, montrant qu'il dominait facilement le combat. Le chef des bandits. Faisé et blessé, il grogne qu'Asbéastin n'a que des armes et de la gloire à cause des humains. Dégoûté, il dit qu'il déteste ces aberrations. Bishim répond seulement en souriant avec confiance, en maintenant cet air de supériorité. Elle célèbre la mission, sautant tout excité et remerciant le boss de l'arme magique faite pour eux. L'un d'eux montre l'animation flottant légèrement avec un sac à dos spécial à l'arrière qui aide dans les mouvements. Le narrateur explique que ce n'est pas un sac à dos commun, c'est un gilet spécial qui transporte des pierres et des grenades devant. Et derrière lui, il a un gaz super léger. Cela fait fonctionner le dos comme un ballon, laissant tout plus léger et permettant à la Bishtim de se déplacer rapidement à travers les branches sans se soucier des obstacles. Le patron célèbre le succès des écarts de mobilité élevés et parle déjà de gagner des tactiques encore plus audacieuses. Les Bishim sont heureux juste de voir qu'il est satisfait, mais commentent également que les bandits les détestaient en fait, avec une rancune profonde. Le boss et l'elfe observent les bandits vaincus. Il explique que ces hommes ont abandonné l'armée pour frustration, pensant qu'ils seraient plus appréciés. Mais à la fin, perdre comme ça ne change rien, puisque l'armée humaine reste forte. Le patron reflète que la force de l'armée humaine réside dans la quantité et la capacité d'appeler le renforcement ou de se retirer dans des bases sûres. Mais en déserte, ces gars ont perdu ce soutien et ont été isolés, nulle part à courir. Pour lui, des soldats comme celui-ci, sans force ni soutien, ils ne représentent aucune menace. Fozo commente qu'il est plutôt triste de voir ces gars-là être traités comme jetables. Le patron est d'accord, mais dit que cela ne justifie pas de devenir des bandits. Puis il se souvient qu'il commet lui-même des crimes et trouve un peu hypocrite de critiquer. Favo est encore plus préoccupé par la situation. Alors que le groupe part, le boss reçoit le paiement de la mission secrète d'éliminer les bandits et il y avait des compliments pour vaincre les anciens sentiers. Il dit que c'était juste de la chance, mais admet avec le sourire que les choses finissent toujours par travailler pour lui. L'homme du château rit et fait l'éloge du patron, livrant un autre sac d'argent. Le patron demande s'il s'agit d'une avancée pour un autre emploi, et l'homme répond avec un sourire coquin qu'un noble arrivera bientôt au château. Suggérant qu'il y a une grande chose là-bas, le gars dit que le patron est très utile,
mais lui dit de rester à sa place lorsqu'il s'agit de la noblesse, laissant dans l'air que le visiteur est plus important que le comte lui-même. Enfin, envoyez le patron profiter de l'argent pour l'instant avec cette astuce. Ton supérieur. Le patron fait semblant de l'humilité, disant que ce serait une honte impardonnable un gars aussi inférieur qu'il est avec un noble. Avec un sourire, il dit au revoir poliment et part, tandis que l'homme du château lui dit de profiter et de s'amuser. Le patron sort de la calme, sifflant et appelle toujours l'homme du château juste un autre et qui fait ce qu'ils envoient à des sous. Pendant ce temps, le noble verrouille un rouleau dans un tiroir, satisfait du contrôle de la situation. Le rouleau révèle une lettre adressée à Comte Eboli, faisant l'éloge de ses actes et l'invitant à entrer dans l'ordre des chevaliers. Le commandant Tori promet de visiter personnellement pour remercier les derniers succès et s'attend à recevoir une réponse à cette occasion. Le comte lit la lettre et devient nerveux, pensant que si Gyaku le sait, il voudra le générique et peut même devenir chevalier. Furieux, il décide qu'un homme avide et opportuniste comme Gyaku ne peut jamais recevoir cet honneur. Cela conclut que seul quelqu'un de noble car il mérite lui-même ce titre. Le comte tient la lettre avec un sourire gourmand, rêvant de participer à la cérémonie et de devenir chevalier. Imaginez être envié par tout le monde et dit, plein de confiance. Cela gagnera ce titre à coup sûr. Pendant ce temps, le boss semble s'arrêter, siffler et un ordre de bête qu'il a l'air heureux. Il explique qu'ils lui ont dit de rester loin du château parce que quelqu'un d'important arrive. Bien qu'il soit bon que le patron soit reconnu, il montre également l'intérêt à utiliser cette fois pour se concentrer sur la recherche et améliorer l'équipement. L'elfe commente selon lequel il a entendu des rumeurs selon lesquelles Balik a été invité à entrer dans l'ordre des chevaliers et à se demander si cette importante visite en est à cause. Le patron rit et dit que bien que le Boli soit stupide, il a ses limites et ne l'accepterait jamais aussi facile. Le comte, nerveux, il pense qu'il devra mentir pour ne pas être découvert, car il sait que c'est dans l'erreur. Pendant ce temps, le patron arrive fort, trouvant drôle de voir un noble relégué comme ça. Vous regrettez simplement de ne pas avoir vu la scène de vos propres yeux. L'elfe se souvient des contradictions du comte. Elle n'aime pas s'appeler Fat, mais elle vit d'appeler les autres idiots. Peu de temps après, quelqu'un apparaît et commence à crier avec un soldat, attirant l'attention générale. Le soldat affronte un marchand et l'accuse de vendre un produit illégal. L'homme essaie de se défendre, disant qu'il est autorisé et a tout réalisé par des moyens normaux. Mais le soldat montre un document officiel et dit que le remède appelé The Face est interdit. Confirmant que le gars était vraiment impliqué dans Dirty Business. Le vendeur insiste sur le fait qu'il s'agit du produit le plus vendu et commence à se révolter avec l'inspection. Les gens du village semblent défendre le médicament, disant qu'il guérit tout et que leurs enfants se sont améliorés après l'avoir utilisé. Le soldat, déjà à moitié sans patience, les oblige à expliquer clairement quel type d'étranger que la médecine peut provoquer. Le patron observe toute la confusion et tire bientôt qu'un tel remède suspect est celui de la guérison. Il se souvient que le comte avait déjà commenté une potion douteuse circulant et pense que, au moins cette fois, le soldat fait bien le travail. Bishim commente que ce médicament vient de l'eau comme de l'eau, et le patron conclut que si cela fonctionne vraiment, il est logique qu'il ait été populaire, même s'il a ses risques. L'elfe, tout excité, suggère que le patron s'éloigne de ces personnes suspectes et commence à vendre de vrais médicaments. Il soupire, pointant le vendeur qui vient d'être arrêté juste devant eux. Et il dit qu'il n'est pas si simple, car le gars a été arrêté précisément parce qu'il vendait des médicaments. Mais l'elfe insiste, disant que pour un génie comme lui, créer un médicament fort et agréable serait facile, et que les gens de tout le royaume devraient vouloir devenir son apprenti. Il allait être célèbre. Le patron tient son visage avec le visage de ceux qui ont entendu cette conversation 1000 fois, ce qui indique clairement qu'elle est habituée à ses idées d'esprit. Il explique que la fabrication et la vente de médicaments n'est pas si simple. Il devrait produire à grande échelle, répéter la même formule toute la journée. Elf imagine l'effort et commence déjà à transpirer juste en pensant, avec un visage de désespoir remuant les ingrédients. Le patron demande si elle en est sûre, avertissant qu'elle allait être tirée. Elle, un peu gênée, admet qu'elle laissera cette idée là-bas. Il est d'accord. Dire que c'était une décision intelligente, même si elle pensait toujours que cela aurait été un bon plan. Avec une sorte de look déçu, Elf imagine une scène où elle est là, épuisée, travaillant comme un esclave, tandis que le patron est assis sur un trône, entouré d'argent. Rire et criant que tout le profit est le sien. Un peu fade, elle commente que ce serait normal provenant d'un propriétaire d'esclaves. Peu de temps après, dans le présent, elle appelle le chef de censé voulant dire quelque chose. L'elfe, rincé, demandait s'il peut lire leur esprit. Le boss sourit avec malicia et dit que puisqu'elle a eu du mal à devenir un subordonné, ce doit être parce qu'elle veut faire quelque chose d'intelligent et d'amusant. Mais il indique clairement que, surtout, la chose la plus importante pour lui est de s'amuser. L'elfe est tout heureux, serre son bras et répond par un oui, très excité,
montrant qu'il est prêt à le suivre dans n'importe quel plan, tant qu'ils sont ensemble. Quelques semaines plus tard, sur le territoire des Bolli, la ville est agitée, pleine de gens commentant une manifestation impressionnante de force. Tout le monde regarde le château, étonné, s'exclamant. Les chevaliers, montrant que leur visite a eu un impact énorme. Un chevalier élégant semble ferme, tenant l'arme avec détermination. Peu de temps après, il va à Bali, qui l'accueille dans un salon avec respect, mais aussi visiblement nerveux. L'ambiance indique déjà clairement que cela vient une conversation sérieuse. Tistoria ridée élève l'épée et dit qu'elle testera personnellement les compétences de Bolli, lui demandant de bloquer le coup. Bali est complètement perdu et effrayé, sans comprendre la gravité de la situation. Pendant ce temps, il semble tendu dans le château, réfléchissant au poids du moment. Le narrateur explique la hiérarchie dans l'ordre des chevaliers. Montrant le prestige du titre, des débutants au commandant. Un groupe de chevaliers d'élite arrive pour le saluer, ce qui rend tout encore plus formel. Tistoria, la commandant, se présente d'un sourire confiant, clarifiant clairement l'autorité qu'il transporte. Elle arrive avec une présence remarquable et une beauté à couper le souffle, laissant Goli visiblement ravi juste de la voir là-bas. Sans réaliser le vrai poids de la situation, Chistoria et les chevaliers vont vers lui pour s'excuser pour les problèmes causés par ses subordonnés. Bolli essaie de maintenir la position, mais l'un des chevaliers perd presque le contrôle à cause de son regard. Tistori invite ensuite Bolli à une conversation réservée, et il soupire avec soulagement de l'échappement de la tension. Il est radieux de réaliser qu'elle veut vraiment le mettre dans l'ordre des chevaliers. Avec un sourire diplomatique, l'histoire dit que l'ordre garde toujours un œil sur des talents exceptionnels et qu'ils seraient les bienvenus. Voici la bombe. Chistori propose des Bolli non seulement une vacance dans l'ordre, mais aussi la position de commandant des chevaliers. Bolli est sous le choc. Se souvenir du vieux rêve de devenir knight et comment il s'est entraîné pendant des années, même sans talent, tandis que d'autres l'ont obtenu facilement. Surpris par l'offre de devenir commandant. Il demande si c'est vraiment juste, car il y a des chevaliers plus expérimentés dans l'ordre. Mais Tistoria confirme, disant qu'elle avait entendu dire. C'est lui qui a vaincu Avior avec ses propres troupes. Elle fait l'éloge de ses subordonnés, disant qu'ils doivent être exceptionnels, puis déclare qu'il veut faire du commandant du Bolli et transformer ses subordonnés en chevaliers officiels, lui donnant un nouvel ordre. Bolli est étonné, imaginant ces hommes comme des chevaliers. Mais bientôt se doute bas. Il imagine Gekaku se présentant comme son chevalier et sent que quelque chose ne va pas avec cela. Il se tend. Il remarque le poids de la décision, ferme fort son poing et appelle Tistoria, qui regarde tout avec un léger sourire. Il commence à avouer, transpirant froid, visiblement nerveux, tandis que Tistoria entend curieusement. Il essaie d'expliquer les subordonnés. Dire que c'était lui qui a vaincu le chevalier fugitif avec ses hommes, mais hésite bientôt, comme s'il cachait la vérité. L'image de son allié apparaît dans l'esprit, se souvenant de qui a vraiment fait le travail. Puis Bolli finit par avouer, un peu désespéré. C'était tout un mensonge. Il dit qu'il a vaincu ses ennemis seul et que ses subordonnés n'ont pas assez de force pour devenir chevaliers. L'histoire observe seulement. Sérieusement, sans clarifier ce que vous en pensez. Elle l'entend se justifier, disant qu'en tant que seigneur, elle avait honte de dire qu'elle a tout fait seule, car les subordonnés n'étaient pas assez forts. Ensuite, il suggère que lorsqu'il devient commandant, je voudrais recevoir des chevaliers expérimentés d'un autre ordre de servir sous votre commandement. Chistori regarde juste avec ce sourire léger, montrant qu'il comprenait. Le commandant explique alors qu'en faisant partie de l'ordre, il n'est plus seulement quelqu'un protégé et devient celui qui protège et demande s'il est préparé pour cela. Il répond tous fièrement et qu'il est honoré de servir sous le commandement d'une jeune femme comme elle. Tistoria demande alors s'il serait disposé à donner sa propre vie. Lui, plein de fierté, répond que oui, avec toute confiance. Et puis, Tistoria déclare qu'à partir de ce moment, il lui est directement subordonné. Tistoria loue sa détermination avec un look évaluant. Elle annonce ensuite qu'elle donnera sa première commande en tant que commandant des chevaliers. Laissant le gars très excité de faire enfin partie de l'ordre. Il répond excité, prêt et même se plaindre, avec un sourire sur son visage. Gyaku décide qu'il acceptera et deviendra le nouveau commandant des chevaliers, même s'il savait que le poids de la responsabilité frappe dur. Michel, toute heureuse, loue d'excitation. Montrant la confiance et l'admiration que vous avez pour le gars. Gokaku rit de Michel et de l'autre F, disant que dans l'état dans lequel ils sont, ils ne pouvaient même pas tenir le travail, mais tout joue, rit et se moque. Ensuite, le château apparaît, et la foule remerciant l'effort, prenant soin de tout dans les plus petits détails pour ne rien laisser étrange, indiquant clairement que la préparation d'un arrêt important.
Gokaku explique au groupe qu'ils n'ont pas assez de force pour accepter la mission directe du peloton des Knights. Michel est inquiet et demande ce qu'ils feront. Il se souvient qu'avant d'acheter des esclaves et de s'entraîner avec des armes magiques. Mais il admet qu'il n'y a plus de temps pour ça. Gaokaku dit que le groupe a besoin urgent de combattants prêts, en grand nombre. Michel est déjà un petit jackpot. Il révèle ensuite qu'il y a déjà quelqu'un en tête pour cela. Peu de temps après, il commente qu'ils sont dans un pays humain, laissant le scénario clair à l'étape suivante du plan. Gokaku conclut que dans une guilde, ils trouveront plusieurs mercenaires disponibles, donnant la pointe de la prochaine étape pour rassembler la force de combat rapide au groupe. Une bande de gars commence à insister pour demander quelque chose avec un demi-sourire suspendu, entourant quelqu'un devant eux. Mais le look sérieux et net d'une femme coupe l'humeur, montrant qu'elle n'acceptera aucune connerie. 3 nuits sont assises côte à côte, avec un visage fermé et une humeur tendue entre eux. La femme du milieu observe tout avec suspicion, pensant que c'est trop étrange pour être normal.